Pierre Rougeron, bonjour. Bonjour. Et bienvenue à nos auditeurs qui nous suivent depuis maintenant plusieurs mois. Donc là, nous sommes actuellement le 10 mai, donc on a un petit peu de décalage, l'occasion pour nous d'aborder des sujets qui ont eu lieu au début de ce mois de mai. Donc c'est pas très grave. Commençons avec l'actualité du Cercle Aristote, comme d'habitude. Alors, Ah, pardon, excusez-moi. Ouais. Je voulais juste vous adresser au nom du Forum des Patriotes éclairés, vous souhaiter un joyeux anniversaire, puisque les gens m'ont demandé de le faire. Ah bah, je vous les remercierai, ça me touche beaucoup, c'est très gentil. Le Cercle Aristote va sortir de deux ouvrages, donc d'abord le numéro 13 de Perspectives Libres, annoncé, donc sort maintenant sur le retour de l'État, donc sur la problématique du renouveau de l'État comme structure et de la souveraineté comme notion. Vous y retrouverez des gens comme Alain Cotta, comme Hervé Juvin, comme Michel Guéner, comme des spécialistes étrangers dont nous commençons les traductions, parce que ce sont des gens injustement méconnus et d'ailleurs dont on organise plus ou moins d'ailleurs la non-traduction en France. Je pense à Lester Roberts, je pense à Wolfgang Dreschler. Nous continuons avec nos chroniqueurs habituels, Philippe Arondel, Julien Funaro, Eric Reinert, et la jeune génération, la jeune et solide génération des Jérémy-Marie Pichon, des Romain Lasserre ou des Clément Nguyen nous comble de ses bienfaits. Donc, au-delà du thème de l'État, vous verrez traiter d'autres thèmes comme la pensée économique, le tournant de la pensée économique à la Renaissance, ça par Eric Reinert, la question du management par Philippe Arondel et de son importance idéologique, la question de qui est Hillary Clinton d'un point de vue de sa pensée géostratégique par Clément Nguyen, qui est quelqu'un dont on reparlera à plusieurs reprises. C'est un des jeunes les plus prometteurs que je connaisse. Et vous aurez d'autres thèmes, comme par exemple un hommage à Bernard Maris dans sa lecture de Houellebecq, par Pierre Le Vigan. Et vous aurez également Horacio Calderón, toute une partie latino-américaine, et d'ailleurs j'en profite pour faire une accolade, comme on dit là-bas, mon équipe latino-américaine, qui a fait un travail extraordinaire. Vous aurez un article exclusif d'Horacio Calderón. Horacio Calderón, c'est le Pascal Boniface de l'Amérique latine. C'est l'homme qui, sur les sujets de défense, de sécurité intérieure, de relations internationales, est invité sur les plateaux. En tout cas, dans toute la partie hispanophone de l'Amérique latine. Et c'est un camarade, et il nous a fait un article exclusif sur les triades chinoises. Et nous avons également un article sur le rapport de l'Espagne à l'identité européenne, enfin à l'idée européenne. Et voilà, donc si vous voulez, c'est un grand numéro doctrinal. Vous avez des gens comme Jacques Blamont, qui est quand même l'un des créateurs d'Ariane. Vous avez vraiment du solide, parce que c'est un numéro doctrinalement important, un tout petit peu plus cher que les autres, nous en excusons, mais on fait tout ce qu'on peut pour ne pas être cher, mais le reste tout à fait convenable. Et nous avons d'un jeune philosophe, Eric Gagen, un ouvrage qui s'appelle Le Miroir, qui traite de la crise de la démocratie, et qui vient de sortir aux éditions Perspectives Libres, Le Miroir des peuples, et en réalité qui est une réflexion aristotélicienne sur la crise de la démocratie. C'est-à-dire comment on est arrivé de la notion de démocratie telle qu'elle a été pensée en Occident à la démocratie de marché et d'opinion. Ce sont deux travestissements qui se complètent, mais qui ont des effets différents et des effets qui se cumulent dans leur nocivité.
et comment, à partir d'une réflexion aristotélicienne sur l'idée de justice, on va pouvoir mettre des dispositifs pratico-pratiques sur le tirage au sort, etc. C'est une réflexion qui peut être menée en parallèle de celle de quelqu'un comme Étienne Chord. Et donc, cet ouvrage vient de sortir aux éditions Perspectives Libres. Nous sommes particulièrement heureux de l'avoir édité. Et c'est notre avant-dernière publication de l'année, avant le numéro 14 de Perspectives Libres sur les questions monétaires, qui sortira à la fin du mois de juin. Très bien. Alors pour commencer cette première partie politique nationale, on sait que beaucoup de faits divers tragiques ont eu lieu ces dernières semaines, sur lesquels nous ne reviendrons pas en particulier, mais dont un qui s'est déroulé dans le Nord le 15 avril et qui a suscité beaucoup d'émotions et qui a impliqué un Polonais interdit de territoire. Est-ce que pour vous ce genre de problème soulève la question de la peine capitale? Alors, quand on se réfère à ces cas-là, il faut être extrêmement doux. Vous aussi d'ailleurs, nous sommes pères de famille, vous et moi. On me pardonnera de ne pas faire référence à l'identité de la pauvre petite victime. Parce que je ne voudrais pas que ça offusque ses parents si jamais, moi en tant que père, je ne le supporterais pas. Je ne m'attarderai pas non plus sur l'identité du prédateur qui lui a fait ce qu'il lui a fait, parce que le non, c'est l'individualisation, et donc c'est l'humanisation. Et je pense que ce type d'être est infra-humain par son comportement. Donc, à mes yeux, il n'a plus ni nom, ni quoi que ce soit d'ailleurs. Ensuite, tentons d'élever par rapport à différentes autres choses qui sont arrivées, d'élever le débat. Parce que, si vous voulez, si on en reste aux faits bruts, et qu'on est un être normalement constitué, on se dit que le prédateur qui a fait ça doit être mis en pièces, physiquement parlant. Et je ne peux pas en vouloir à quelqu'un qui penserait ça. Alors si on élève le débat, les Français, un journal du soir qui aujourd'hui vaut à peine le prix du papier sur lequel il est imprimé, que je ne nommerai pas, mais pour ceux que ça intéresse, c'est le journal Le Monde, s'est ému que les Français étaient pour la peine de mort, vers 52-53%. C'était après ces événements? C'est très récent, ça date de moins d'une dizaine de jours. En réalité, ceux qui s'intéressent aux faits sondagiers savent que, en réalité, il y a énormément de sondages sur la peine capitale dans l'opinion publique française par an. La plupart ne sont pas publiés, parce que les résultats ne sont pas ce qu'on voudrait qu'ils soient. Je me rappelle d'une manipulation sondagière qui a eu lieu il y a quelques années, où on a dit, oui, les catholiques, pour une fois que les médias disent du bien du catholique, ils sont moins réacs que les autres, ils sont moins contre la peine de mort. Ce qui leur évitait d'avoir à se demander pourquoi on avait déjà dépassé les 50% de gens favorables à la peine de mort. Que, à titre personnel, je sois rigoriste ou non, n'est pas le débat et n'a aucun intérêt. Je remarque juste 3 choses. Premièrement, comme Pierre Manant, dans ce véritable bréviaire des patriotes, qui est son ouvrage « La raison des nations », ouvrage que tout patriote doit avoir lu et médité, c'est un ouvrage très court, de surcroît, a bien marqué la peine de mort est la marque première de la souveraineté de l'État. En France, nous avons, comme vous le savez, aboli la peine capitale, enfin la peine de mort, pardon, on va revenir sur la distinction, alors que vous trouverez encore dans le code pénal les articles qui définissent l'exécution, y compris le décompte du nombre de rebonds de la tête. Ils existent encore. Étonnant. Et un gouvernement humaniste, je ne me rappelle plus qui avait fait ça, si c'était celui qui a un nom de canasson dans la 5e à Hauteuil, Galuzzo de Villepin, ou si c'était le Bossu qui était juste avant, on avait même retiré la peine de mort en temps de paix. Si ça se trouve, c'est même Jospin qui a fait ça. Hein. Si vous voulez, aujourd'hui, les clones m'indiffèrent.
On a même retiré la peine de mort par temps de guerre. Risible. Risible. Or, l'acte premier d'un pouvoir souverain, ce n'est pas la désignation de l'ennemi, contrairement à ce que des pensées un peu trop schmittiennes ont tendance à dire. Comme le dit très bien Pierre Legendre, c'est la signification de la mort. Et en réalité, si nous voulons que l'ordre social perdure, l'ordre social est un échange. N'importe qui peut tuer n'importe qui. Le nabot peut tuer la brute, il lui suffit de prendre une arme, ou d'être bien positionné. Ceux qui s'extasient devant le combat au corps à corps oublient que déjà, à l'époque préhistorique, les hommes se battaient à coups de pierre, et à coups de ce qui devient de bouts de bois qui deviendront des gourdins. Donc si vous voulez, l'être humain, parce que, comme le disait André le roi Gourand, sur l'évolution de l'outil, parce que l'être humain a le pouce, et donc la main qui se referme et qui est mobile, plus que les singes qui nous ont précédés, parce qu'eux ont des mains et des pieds à la fois, nous pouvons créer l'outil. Et l'outil peut nous permettre d'égaliser les forces. Donc chacun peut tuer son voisin, physiquement parlant. Et en réalité, l'État a fait en sorte que cette possibilité, pour la paix sociale, Hobbes le dit très bien, dans son hypothèse contractualiste à lui, le contrat social hobbesien, c'est les hommes sont mus par deux grandes passions, la peur de la mort violente et l'envie d'imitation et d'accumulation, l'envie de se nuire. Bon. L'une équilibre l'autre. Et l'État permet de retirer cette angoisse perpétuelle qui permet de faire société. Et d'avoir le minimum Aristote le dit très bien, le minimum de philia, de cette confiance amicale qu'on a avec les nôtres. Bon. Or, nous sommes face à des prédateurs de plus en plus violents. Nous sommes face à des déchaînements de barbarie gratuite. Donc, si nous voulons que le contrat social perdure, il va falloir repenser la peine pénale. Premièrement, dans son utilité. Pourquoi on punit ? Pourquoi punir ? La défense sociale, qui est la doctrine actuelle de nos pénalistes, et qui est surreprésentée dans cette affre du gauchisme culturel qu'on appelle l'École nationale de la magistrature, vous dira, c'est pour le réinsérer. Le problème, c'est comment on réinsère des hommes qui ne se sont jamais insérés. Tout simplement parce qu'ils sont nés autres. Aujourd'hui, la psychologie comportementaliste, le profiling criminel, vous apprennent quoi ? Vous apprennent qu'il y a des gens qui sont des prédateurs. Et ce qui est drôle d'ailleurs, c'est que quand il s'agit de vendre du papier sur les pervers narcissiques, les mêmes qui viennent pinailler au bar des cours d'assises en disant « Oui, mais papa ne lui a pas acheté son poney quand il a eu ses 16 printemps », viennent vous dire « Attention, nous sommes entourés de pervers narcissiques. Méfiez-vous de votre voisin de bureau. Mon ouvrage Géodile Jacob coûte 22 €, c'est marqué derrière. » Vous voyez le problème ? Or, ces gens-là, je ne parle pas des fous qu'on met en prison. Il y a, dans notre population carcérale, trop de gens psychologiquement limités ou fous. Pour eux, doivent être multipliées des structures, premièrement, éloignées des populations civiles, parce qu'ils sont potentiellement dangereux, et des structures adaptées et médicalisées, ça c'est un autre problème. Pour ces hommes qui sont des prédateurs, on n'est pas forcé. Il faut une peine capitale. J'ai pas dit une peine de mort. La peine capitale est la peine première autour de laquelle s'oriente tout un système pénal. Si vous la faites tomber, tel un jeu de domino, je vous donner un exemple simple. Avant, braquage, c'était perpétuité incompressée, c'était l'équivalent de notre actuelle peine de perpétuité, qui était la peine de sûreté, qui était 23 ans, pour les gros braqueurs. C'est dissuasif, 23 ans, on est d'accord. Bon. Pour certains crimes, la peine capitale, la peine de mort. On a enlevé la peine de mort.
Eh bien, on allège le tout, toute la chaîne pénale. Et aujourd'hui, pour des cas par exemple de viol, des magistrats, disons, comment je vais dire ça sans être méchant, tant j'ai bien envie, des magistrats indélicats, voilà, d'être sur leur mur. Voilà, qui mériteraient d'être sur le fameux mur du syndicat de la magistrature, aussi appelé mur des cons. Des magistrats indélicats préfèrent requalifier les viols en attouchement sexuel pour retirer à la cour d'assises, et donc au jury populaire, sa souveraineté, et eux, pouvoir juger ça entre eux au tribunal correctionnel. Il va falloir remettre tout ça à plat. Parce que tout le monde sait, toute personne qui connaît un minimum les structures du droit français et les professions judiciaires françaises sait que si un père de famille venait à faire à l'un de ses prédateurs ce qui doit leur être fait, parce qu'à un moment, quand vous êtes sûr que l'État ne viendra pas, ni pour sauver votre enfant, ni pour que la société soit protégée à terme, et que, résultat, d'autres petits garçons, d'autres petites filles subissent ce que votre enfant a subi. Eh bien, comme vous avez tout perdu, parce qu'il faut voir ce que c'est, hein. Moi, j'ai eu trop de mes amis qui ont perdu leurs enfants. Hein. Je sais ce que c'est. Enfin, je ne sais pas, et deux, je ne voudrais jamais savoir, mais j'ai pu observer ce que ça pouvait faire. Prenez un exemple simple. Dans l'affaire Guy Georges, l'un des pères de famille s'est suicidé à l'alcool. Qui a eu pitié de lui? Qui a eu la miséricorde pour lui? Personne. En tout cas, pas l'État. On a eu la miséricorde pour Guy Georges. Pourquoi faire? Et surtout, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à un moment, un père de famille agira par autodéfense. Et là, tout le monde sait que lui, il prendra cher. Tout le monde le sait. Tous les avocats vous le diront quand ils sont honnêtes, et tous les magistrats vous le diront. Ensuite, on peut être... Ça s'est posé encore récemment par notre compatriote qui est en Indonésie, qui va certainement être exécuté pour trafic de drogue. À titre personnel, si nous avons une obligation de le protéger, obligation d'entraide envers nos compatriotes, s'il est coupable et que le procès fut régulier, son sort est dans la souveraineté de l'État indonésien. Point. C'est peut-être sans cœur, mais c'est comme ça. Or, l'avocat général Bilger, qui est quelqu'un, je crois qu'il est déjà intervenu peut-être sur le Bréviaire, qui était un de mes anciens invités, qui est quelqu'un d'adorable, un homme brillant, que lui n'aime pas la peine capitale, je peux tout à fait l'entendre. Il a une histoire personnelle très compliquée sur laquelle je ne m'étendrai pas avec ça. Et deuxièmement, c'est un ancien avocat général. Bon. Moi, tout ce que je demande, moi je suis ni rigoriste ni non rigoriste. Il y a même des peines de substitution à la peine de mort, tout à fait. Le grand écrivain et résistant Maurice Druon lui voulait le retour de la relégation. C'est Maurice Druon, hein. C'est pas... C'est quoi la relégation? La relégation, c'est-à-dire Cayenne. Cayenne ou les Kerguelen, les Terres Adélie, ce que vous voulez. Mais loin. Mais la seule chose qu'on peut exiger, c'est que la peine soit au moins une peine perpétuelle. Peine perpétuelle, je m'explique. Déjà, ça doit emporter la suspension de la loi Kouchner. Je ne m'étendrai pas là-dessus. Sur le droit médical des détenus, et particulièrement des détenus de longue peine. Quand on dit peine perpétuelle, c'est il entre en marchant et sort dans un sac. On se comprend? Il entre, il est vivant, il sort, c'est qu'il est mort. Parce que, si vous voulez, il faut bien comprendre une chose. La plupart des magistrats français vous diront « Nous n'avons pas les moyens de les garder ». Qu'il y ait un problème de moyens de la justice française est tout à fait vrai. Le contentieux a été multiplié par 3 en un siècle, pour un nombre de magistrats qui est entre 6500 et 7000, qui n'a pas bougé depuis la fin du 19e, à peu de choses près. À peu de choses près à la grande louche. Il est tout à fait normal que les magistrats demandent des moyens. La seule chose, c'est qu'ils doivent aussi être dignes de ces moyens. Premièrement, ils ne sont pas une autorité. Ils ne sont pas un pouvoir, ils sont une autorité. Ils ne sont pas élus, donc ils ont une autorité déléguée du pouvoir exécutif. Donc,
quand une politique pénale est décidée, ils l'appliquent. Point. Parce que ils peuvent vous répondre avec des traits mollo dans la voix que oui, mais on ne peut pas prendre la vie à ces hommes. Premièrement, la plupart s'en sont pas gênés. Et d'une. Deuxièmement, la justice commande, dans notre définition romano-canonique, de rendre à chacun ce qui est sien. La première définition de la justice est d'un juriste romain, Ulpien, sum quique tribuendi, rendre à chacun ce qui est sien. Quand on donne 6 mois à 1 an, ou parfois même 5 ans, voire même 10 ans, pour la mort d'un enfant, pour le viol, pour le meurtre, de ce que vous voulez, pour des actes graves d'atteinte aux personnes, à ce type de gens, ça veut dire que vous évaluez une vie humaine. Et qu'en plus, au lieu de faire le premier acte d'un État qui est un acte de protection, vous faites un acte de pardon. Vous pardonnez. L'État se substitue à la société pour le pardon. Depuis quand l'État doit pardonner? Navré, hein? Le pardon est un acte individuel. À la rigueur, est un acte d'une autorité déléguée, ce qui en état laïque, c'est l'Église. L'Église est chargée de ça, en théorie. Enfin, l'Église, ou la synagogue, ou la mosquée, ou ce que vous voulez. Mais en tout cas, s'il y a des fonctionnaires du culte, il n'y a pas de fonctionnaires du pardon. On est d'accord. Et ces gens-là n'ont pas à être pardonnés. Pas par l'État, en tout cas. Pas par l'État. Et il faut, premièrement, l'appel au référendum sur cette question-là. Parce que c'est aux Français de dire quelle peine capitale, donc quelle première peine pénale ils entendent pour les crimes les plus graves à leurs yeux. Je rappelle que les jugements sont rendus au nom du peuple français. Et que, en théorie juridique, tout jugement imprimé, donc il faut qu'un jugement soit imprimé pour être exécutoire, auquel il manquerait au nom du peuple français, serait invalide. Même si je sais que certains magistrats ne s'en privent pas. Ça doit les amuser profondément. Mais le grand problème, c'est que c'est soit ça, et deuxièmement, une politique pénale répressive et fondée sur la dangerosité et sur une vision utilitariste de la peine. La défense sociale qui dit que la société est coupable et que donc il doit permettre sa réinsertion, je suis là, tous les détenus ne sont pas réinsérables. Navré. Et au bout d'un certain... Et avec certains crimes, la notion de réinsertion perd son sens. Car quand bien même pourrait-il l'être, il ne la mérite pas. Or, ce que doit se demander un magistrat, et ça doit relever d'ailleurs de sa responsabilité professionnelle, c'est, quand je fais un acte, quel est le degré de dangerosité de la personne que j'ai en face de moi pour la société, et donc comment le traiter avec la prudence aristotélicienne, vu que mon but premier est de protéger la société. C'est-à-dire, la peine est un mal nécessaire pour prévenir des infractions. Je vous renvoie là-dessus, pour terminer, un ouvrage de Xavier Bebin, Pourquoi punir, sur la définition utilitariste de la peine. Je pense que c'est... Quand vous voyez qu'aujourd'hui, la lutte contre la peine de mort est à peu près la seule chose que l'Europe, le seul programme qui tient réellement au cœur des eurocrates pour leur politique étrangère, on est dans le ridicule le plus achevé. Si vous voulez, moi à titre personnel, que je sois rigoriste ou pas, j'y reviens n'importe peu. Parce que je pense qu'il y a des questions à se poser, je pense en avoir formulé certaines et j'attends qu'on me réponde. Parce qu'on ne peut pas, laisser faire si vous voulez, que après ce type de crime où on voit des individus qui n'ont plus rien à faire en France, donc il y a des gens qui auraient dû les renvoyer, qui ne l'ont pas fait, plus qui sont dehors alors qu'ils devaient être au trou, ce qui veut dire qu'il y a eu un juge des libertés de la détention. Je crois que, je ne sais pas s'il y a une nouvelle appellation pour les JLD, donc c'est les anciens JAP, les juges d'application des peines. Maintenant, le juge à la liberté de la détention, et peut-être ont-ils encore changé de nom.
eh bien ça veut dire qu'il y a au moins 2 fonctionnaires qui auraient dû être virés. Au moins virés. Et encore, on appliquerait le droit romain dans toute sa brutalité. Vous savez, pour ce type d'erreur, ce que c'était le droit romain ? On vous appliquait la peine du condamné. Donc si vous voulez, il faut sortir de l'esprit, je terminerai là-dessus, hugolien, parce que là, vous savez, j'aime énormément Victor Hugo, mais sur certains points, il nous a fait beaucoup de mal. Parce qu'on revit en permanence le dernier jour d'un condamné. Or, le dernier jour d'un condamné est magnifiquement écrit, mais c'est du Hugo. Par contre, c'est malhonnête. Parce que qu'est-ce qui manque dans le dernier jour d'un condamné ? Le crime du condamné. Personne ne sait ce qu'il a fait. Donc on l'humanise, parce que, évidemment, s'il n'a pas fait de crime, vu que le crime n'est pas marqué, c'est qu'il est innocent. Or, nos prisons ne sont pas pleines d'innocents. Navré de le dire. Passons maintenant à une question de Marc Laure, qui voudrait votre avis sur la loi sur le renseignement. Alors la loi sur le renseignement, j'ai beaucoup choqué de gens, mais moi je pense... Alors déjà, premièrement, c'est pas une loi sur le renseignement. C'est une loi sur les techniques d'interception de la police. C'est pas une loi renseignement stricte. C'est pas une loi sur les services. C'est pas une loi sur l'organisation des services, etc. Comme on a eu une refonte, d'ailleurs bien maladroite, avec Squarcini il y a quelque temps. Bon. C'est un outil nécessaire, mais mal ficelé, donc dangereux. Mal ficelé, premièrement, à cause de la personne qui l'a fait, qui l'a commandé. Cette loi ne ferait pas autant peur si elle n'était pas dans les mains de Manuel Valls, qui est quelqu'un dont on a peur, qu'il perde de plus en plus sa situation, nous allons y revenir dans le cathode, qu'il perde de plus en plus les pédales, qu'il contrôle tout sauf sa main gauche, mais et le personnage, indiscutablement, il y a une arme, comment dire ? Premièrement, c'est une loi incomplète, et deuxièmement, cette loi est une arme dans les mains de quelqu'un de mal intentionné. Mais là, on est face à un problème qui dépasse largement le cadre de la loi sur le renseignement. Quand on a besoin un État se doit d'être fort. Le problème, c'est qu'un État fort dans les mains d'hommes faibles est quelque chose de dangereux, mais c'est pas la faute de la structure étatique. C'est la faute de 2 choses particulières. Premièrement, d'un moule sociétal qui ne crée que des... voilà. Quel degré de malignité y a-t-il dans notre société pour enfanter, pour se gouverner un homme comme Manuel Valls ? C'est pas la structure étatique, c'est pas la faute des services spéciaux, ça. Notre société a enfanté politiquement des gens comme lui. Donc c'est là-dessus qu'on doit poser la question. Vous auriez un Michel Debré en face de vous. Vous n'auriez pas peur. Parce que Michel Debré, il avait les ordonnances de 59, il avait des trucs sous la main, hein, Mimi la colère. Les Français n'avaient pas peur pour leur liberté face à un homme comme ça. Pourquoi ? Parce que premièrement, il était carré comme un coup de trick, et deuxièmement, parce que c'est des hommes qui avaient sur eux la pleine souveraineté, et qui pouvaient le supporter. C'est pour ça que les gens les suivaient. Valls fait peur parce qu'on voit que comment pourrait-il réellement gouverner un fait technique dangereux, enfin un fait technique pas dangereux mais chancelant, qui peut être qui peut être l'utilisation de méthodes d'interception ou de contrôle administratif sur les libertés, c'est-à-dire chancelant au sens où vous êtes toujours sur la corde. Comment un homme qui n'arrive même pas à contrôler ses nerfs pourrait contrôler ça ? Ensuite, il y a des dispositifs dans la loi qui manquent et des dispositifs qui sont dangereux. Je vais vous donner un exemple simple. Au grand maximum, après les attentats de janvier, les interceptions pour cause de terrorisme n'ont jamais été majoritaires. Elles sont allées jusqu'à 48% d'après la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité.
en réalité, vous avez 3 types majeurs d'interception de sécurité en France. Pour à peu près un quart, même un peu plus qu'un quart, ce sont des interceptions contre le crime organisé. Ensuite, vous avez, même c'est plus qu'un quart, c'est presque un tiers, près d'un quart pour le terrorisme, et 15% pour la sécurité nationale, donc pour le contre-espionnage. Or, par exemple, cette commission, la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, va être débaptisée, je crois qu'en commission de contrôle des technologies d'interception ou quelque chose comme ça, c'est dans la loi, mais va voir ses moyens amoindris. Un État doit pouvoir se défendre. Le problème, c'est qu'il y a des tas de dispositifs que de vrais professionnels ont demandé il y a des années qui ne sont pas là. Où est le service de renseignement policier que des gens comme Jean-François Guéraud demandent à corps et à cri? Où est le système de détection précoce des menaces préconisé par Xavier Hofer? Où est l'équivalent des systèmes américains de liens directs entre nos grandes entreprises et nos services pour des menaces extérieures sur leurs intérêts? Alors que Clinton l'avait mis, ça, ce qui a permis à des boîtes américaines de nous damer le pion sur des appels d'offres. Où est la politique majeure de contre-ingérence économique, d'intelligence économique lourde, telle que la demande de Cloquement, Alain Juillet, Christian Arbulot, enfin les... voilà, Bon. Éric Dénessé, qui est, comme à son habitude, un esprit affûté, a bien vu qu'il y avait des limites, il y avait des problèmes juridiques dans la loi. Il y en a 2 majoritairement. Premièrement, si vous voulez, c'est une loi dont, contrairement à certaines ordonnances sur des pouvoirs exorbitants, qui n'a pas prévu pour ces dispositifs les plus, disons, les plus hors normes, qui n'a pas prévu de limite dans le temps. Et deuxièmement, qui n'a pas prévu de dispositif d'alerte du Parlement par les officiers, par les OPJ et les gendarmes. Et les douaniers, parce que ça concerne aussi les douaniers. Après, je peux tout à fait comprendre que des gens qui se sentent visés à titre personnel par cette loi, parce qu'ils estiment être en marge de la pensée de Manuel Valls, parce qu'aujourd'hui, le vrai problème, il est là, c'est pas est-ce que vous êtes contre l'État français tel qu'il est, ou plutôt tel que son nombre reste, c'est est-ce que vous êtes, par rapport à Manuel Valls, parce que le personnage a un caractère obsédant, mais parce que déjà c'est un obsédé, ça se voit. Après on me dira, regardons comment on a élargi le fichier des empreintes génétiques, créé en 1995 aux pédophiles. Aujourd'hui, il y a 2 200 000 personnes dedans à peu près, entre 2,2 millions et 2,5 millions. Donc ça veut dire qu'on va élargir ces procédures exorbitantes du droit commun. C'est possible. Pour ma part, pour le fichier des empreintes génétiques, titre personnel, ça ne me choque pas. Parce que généralement, on commence par certains crimes avant d'aller à la pédophilie, au viol. Généralement d'ailleurs, beaucoup de cambrioleurs font leur premier viol par opportunité et deviennent violeurs par opportunité, c'est-à-dire qu'ils trouvent quelqu'un d'assoupi ou d'endormi pendant qu'ils cambriolent. Donc si vous voulez, moi ça me choque pas. Après, il est normal qu'un État se défende. On ne fera pas de cette loi-là la pierre angulaire d'une politique antiterroriste. À vrai dire, cette loi est tellement mal ficelée qu'elle, avant tout, prouve que le législateur a écrit vite, trop vite, paniqué, sous pression, et que le terrorisme, comme toujours, fait toujours une victime en plus de toutes les victimes humaines qu'il fait, qu'est l'intelligence politique. Justement, puisqu'on est dans le terrorisme et dans le renseignement, depuis quelques mois, le gouvernement est confronté à la délicate question du retour des djihadistes qui reviennent de Syrie. Et la Cour européenne des droits de l'homme oblige, il est aujourd'hui impossible d'interdire de territoire des fous furieux à cause de leur nationalité française. Donc résultat, on parle désormais de créer des cellules d'accompagnement
des mesurettes en quelque sorte. Qu'est-ce que vous Ah oui, avec un soutien téléphonique en 24/24, c'est ça? Oui. Ouais. Et des marches blanches. Ah non, ça c'est ce qui va suivre une fois qu'ils auront frappé. Moi, j'aime beaucoup ça, c'est là où vous voyez que comme l'État est, comme on interdit à la souveraineté de se manifester, Cour européenne des droits de l'homme, donc le gouvernement des juges, l'État devient une sorte, Finkielkraut l'avait très bien dit lors de l'affaire Halimi, de distributeur automatique d'indulgence. Un travailleur social, un prêtre, d'un certain côté, un prêtre. Plus près de toi, Seigneur. Or, le grand souci, c'est que c'est ridicule. Nous aurons des retours de djihadistes. Ensuite, les retours de djihadistes ne sont pas le sujet le plus important pour une raison. L'équipe de joyeuderie qui a ensanglanté la France au mois de janvier ne sont pas des retours de djihad. Ce sont des recalés du djihad. Alors vous me direz, ceux qui reviennent ont été aguerris. Pas nécessairement. Parce que l'État islamique ou le Front al-Nosra, quand ils savent se battre, ils les gardent. S'ils les laissent partir ou s'ils les renvoient, c'est parce que généralement ils ne sont pas jugés assez bons pour rester. Ensuite, moi à titre personnel, il est évident, mais ça, ça c'est une confidence que je peux vous faire, c'est qu'un de mes amis a rencontré les autorités syriennes il y a quelques mois, et l'ordre a été donné pour les djihadistes français aux officiers syriens de tenter ce que faire se puisse dans la limite de la sécurité de leurs hommes pour les rendre vivants et les renvoyer pour que Fabius goûte à sa propre médecine. Bonne guerre. Si on avait été intelligent, premièrement, on n'aurait pas fait à Assad ce qu'on lui a fait, et d'une. Deuxièmement, on n'aurait pas fait à Kadhafi ce qu'on lui a fait, et de deux. Et de trois, on aurait fait ce que le roi du Maroc faisait à une époque pour nous, faut pas se cacher. Les islamistes expulsés de France vers le Maroc du temps d'Hassan II partaient dans les prisons du sud du pays. On n'en a jamais revu un seul. Puisque le roi Hassan II était un homme à poigne. On aurait pu s'entendre avec Bachar sur le fait que ces gens ne reviennent jamais ici. Le problème, c'est que pour ça, il aurait fallu être intelligent, donc il ne fallait pas mettre Fabius. Moralité, comme on veut être de bons eurocrates, eh ben on va obéir. Comme d'ailleurs, nous en reparlerons tout à l'heure, mais déflorons déjà un peu le suspense. La Cour européenne des droits de l'homme nous interdit aussi de renvoyer d'autres types de gens qui arrivent par exemple sur nos côtes. Je dis ça, je dis rien. Et voilà. On veut être de bons eurocrates, donc très bien, on doit supporter le retour de ces gens-là. Or, qui sait ce qu'ils ont réellement fait? Parce que s'ils ne sont pas assez forts pour se battre, pour tuer des femmes et des gosses chrétiens, yézidis ou même musulmans non takfiristes, pour violer des femmes, faut pas être militairement très entraîné. N'importe quel glandu peut faire ça. Et nul ne sait ce qu'ils ont réellement fait. À titre personnel, si on est obligé de les recevoir, mais il faudra un enfermement administratif, mais qui le fera? Cazeneuve, qui n'est jamais que le butoir de porte de ce gouvernement de Cudjat, me surprendrait beaucoup. Mais peut-être que le personnage vaut mieux que ce que j'en pense, mais ça me surprendrait vraiment. Autre sujet, on ne compte plus les débats et les réactions autour du livre d'Emmanuel Todd, Qui est Charlie? Et récemment, Manuel Valls a dénoncé, après avoir affirmé l'avoir lu, une haine de soi et de la France, à quoi Todd a répondu qu'il y avait deux possibilités. Soit Valls n'a pas lu le livre, soit, je cite, il est vraiment bête. Alors quel est votre avis sur cette polémique? Il a ajouté que d'ailleurs les deux possibilités n'étaient pas exclusives. Alors, je n'ai pas encore terminé l'ouvrage d'Emmanuel Todd. Donc, je tiens à vous le dire. Par contre, je vais uniquement réagir aux propos, car je n'ai lu que des propos d'Emmanuel Todd sur Emmanuel Todd. Je n'ai pas lu de compte-rendu de l'ouvrage. Et ben, en réalité, l'ouvrage, à mon sens, pose trois grandes questions et pose en même temps trois problèmes. Premièrement, je mets déjà une petite remarque incidente. Si Manuel Valls était Premier ministre, Ça t'intéresserait pas, ça.
Il réagirait pas à chaque fois qu'un intellectuel, ses rôles d'ailleurs toujours les mêmes. Enfin, il commande toujours tout. Parce que quand c'est un intellectuel estampillé à gauche, il réagit. Quand c'est un intellectuel estampillé patriote ou à droite, il commente avec tout le fiel et le dégoût. Par exemple, il avait dit je sais pas quoi sur Zemmour. Qui déconseillait la lecture du livre. Oui, oui. Donc Manuel Valls, c'est ses conseils de lecture. Moi, je lui conseillerais un tout petit bouquin qui s'appelle Le vrai visage de... Enfin bon, d'un certain Emmanuel, je sais plus qui. Voilà. Voilà, disons ça comme ça. C'est un bouquin qui a son intérêt. Mais le grand problème, c'est... Donc M. Valls, après avoir tapé sur Onfray, maintenant tape sur Todd. Il tapera sur Régis Debray, à mon avis, assez rapidement, vu que Debray, lui, tape sur Valls. Et il n'hésite pas, et d'ailleurs, comme toujours, très brillamment avec Régis Debray. Le grand problème d'Emmanuel Todd, ils sont trois. Premièrement, Emmanuel Todd, c'est un sujet qui fait saigner le cœur. Parce que il peut passer de l'affect le plus minable au plus grand génie, parfois d'une page à l'autre, parfois d'une phrase à l'autre. Donc si vous voulez, c'est quelqu'un qui a du mal à tenir ses émotions, alors que c'est un des hommes certainement les plus brillants de la France d'aujourd'hui. Ça qui est effrayant. Il y a trois Emmanuel Todd, en fait. Le problème, il est là. Il y a l'Emmanuel Todd qui fait de l'anthropologie des systèmes familiaux, qui, à mon avis, à titre scientifique, le plus grand. Et ça, il faut qu'il continue à tout prix. Il faudrait peut-être qu'il s'éloigne du démographe gauchiste, immigrationniste et amateur de jeunes filles, voire de trop jeunes filles, qui est M. Hervé Lebras, qui était condamné pour ça d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il faut encore un poste professoral? Mais en tout cas, il a été lourdement inquiété. Il y a eu une transaction dans l'affaire, je crois. Si vous voulez, pas quelque chose de très glorieux. Et de l'autre côté, vous avez Emmanuel Todd, qui a fait donc sur l'invention de la France, l'invention de l'Europe, et là, son condensier d'œuvres majeures, Anthropologie des systèmes familiaux, dont le deuxième tome devrait sortir fin 2015, début 2016. Ça, c'est le plus grand Emmanuel Todd. Ensuite, vous avez l'Emmanuel Todd économiste, qui est à la fois l'homme de son maître ouvrage, qui est La Grande Illusion, et c'est sur la stagnation des pays développés, des économies développées, pardon, et c'est le Emmanuel Todd du Manifeste pour un débat sur le libre-échange avec Jacques Sapir, Philippe Murer et quelques autres, c'est le Emmanuel Todd protectionniste, c'est le Emmanuel Todd qui frappe sur l'euro, et vous en avez un troisième, et c'est malheureusement celui-là qui a écrit Qui est Charlie. Vous avez le Emmanuel Todd politique. C'est-à-dire celui que Chirac a bluffé en lui piquant sa notion de fracture sociale. Celui qui a cru au hollandisme révolutionnaire qui nous a tous fait... On en a ri pour pas en pleurer. Parce que bon... hollandisme révolutionnaire, Guimauve le conquérant. Mais Manu, quoi. Et aujourd'hui, c'est le Emmanuel Todd qui a écrit déjà après l'Empire. Après l'Empire pose de bonnes questions sur l'Amérique, mais c'est un bouquin tendancieux. Et là, après, on s'est enfoncé avec Après la démocratie, où il dit que Sarkozy, c'est Pétain en plus petit. Oui, bon. Et qu'évidemment, la société française va se venger sur les musulmans. Et il continue avec Et Allah n'y est pour rien, avec Le Rendez-vous des civilisations, qui est un peu l'anti-Huntington, mais et qui se termine par Qui est Charlie. Alors en réalité, Qui est Charlie, vous avez des choses très vraies, mais nous en avions déjà parlé dans notre entretien de janvier. Il y a eu toute une mascarade politique que Emmanuel Todd a raison de voir comme hypocrite.
Ensuite, il s'en prend à la population qui était là en disant « les prolos n'étaient pas là ». Alors c'est vrai que les prolos n'étaient pas là. Mais les prolos n'étaient pas là pour 2 raisons. Premièrement, le parti ouvrier, qui est donc le Front National, a été interdit de défiler. Deuxièmement, les prolos en question, premièrement, il y en avait, mais 2, c'était au cœur des centres-villes qu'il y avait les manifs. Et il y a des tas de gens dont Emmanuel Todt dit « ils n'ont pas voulu venir ». Moi, je répondrai avec Christophe Gulli et la France périphérique, ils n'ont pas pu venir. Et d'ailleurs, ce qui manque à Emmanuel Todt, c'est d'avoir lu Christophe Gulli. Parce que vous dites, oui, il y a un retour de il y a un retour de l'antisémitisme et une apparition de l'islamophobie. Je répondrai que l'antisémitisme, et là d'ailleurs ça, il l'accepte, il a mis des années à l'accepter, mais c'est un fait, que les gens qui pour beaucoup se prétendent victimes d'islamophobie sont ceux qui motivent les actes antisémites. Et c'est vrai. Aujourd'hui, comme Praski le disait, comme Kuckerman l'a dit, comme d'autres l'ont dit, la majorité des actes antisémites en France, l'écrasante majorité, est commise par ce qu'on appelle les jeunes de banlieue. Ce que William Goldnadel appelle l'antisémitisme New Age. Bon. Donc, le grand problème, c'est, premièrement, la critique d'un système de valeurs qu'est l'islamophobie. L'islamophobie, je vous rappelle que le thème est une arme de guerre cognitive inventée, utilisée par l'ayatollah Khomeini, avant tout. Si vous voulez, et de dire que les 4 millions de gens qui ont marché juste pour dire que Charlie avait le droit de faire des caricatures de Mahomet, c'est faux. Le sentiment populaire des manifs, c'était derrière « je suis charliste » et « je suis français » et la France n'est pas négociable. Or, le grand problème d'Emmanuel Todt, et c'est là où Emmanuel Todt n'est plus que l'ombre de ce qu'il est réellement, c'est-à-dire un intellectuel de génie, parce qu'en réalité, ce dont souffre Emmanuel Todt par ce livre, c'est ce dont souffre Aymeric Caron quand il s'attaque à Caroline Fourest, c'est-à-dire par une sorte d'antiracisme à rebours chimiquement pur, la gaugoche s'attaque à la gaugoche. Ça en devient ridicule. On a trouvé pire que Caroline Fourest. Au secours. Au secours, que quelqu'un fasse taire Pétrolane. Vite. Que quelqu'un le renvoie dans les pubs capillaires dont il n'aurait jamais dû sortir. C'est sa dernière saison, il me semble. Ah bah encore heureux. Enfin, et encore, parce que... C'est Moix qui va lui succéder. On a beaucoup à dire sur le personnage. Là. Mais le grand problème, c'est que c'est dommage parce qu'il nous faisait de la pub. Caron, parce que c'était vraiment une boussole sud. Quoi. La seule chose, c'est que Todt est pris de la même chose. C'est-à-dire, je vais aller encore plus loin dans la non-compréhension de ce qui arrive à la France aujourd'hui par rapport à l'immigration. Il en reste au destin des immigrés, son ouvrage de 94, où il s'extasiait devant des mariages mixtes dont on sait aujourd'hui qu'avec certaines communautés, ils n'ont plus lieu depuis longtemps. Et qu'on appelle mariage mixte un mariage de fils d'immigrés nés ici avec une immigrée du bled. Et qu'on ose appeler ça mariage mixte. Alors que c'est un mariage communautaire béni par le républicanisme aveugle de la gauche française. Et même de la droite française. Pour ce que gauche et droite apportent au débat. Si c'est le cas, je m'en excuse. Mais voilà, le grand problème, c'est qu'il y a des choses très justes dedans. Par exemple, quand il parle de catholiques zombies, là, on est vraiment dans du Todt pur. C'est-à-dire qu'il réussit à dire un truc intelligent, mais il le formule de telle manière que les cathos l'ont pris pour eux, et donc que personne ne va l'écouter. Bravo! Parce qu'en réalité, c'est que... Qui est-ce qui disait ça? C'était... C'est pas René Girard, je crois que c'est Rémi Brague. Je crois que c'est Rémi Braque, un penseur de tout premier plan. Quand vous sortez une idée chrétienne du christianisme, vous avez pu en faire porter la faute sur le christianisme. Or, vous avez une gauche post-chrétienne dont nous parlions la dernière fois, qui a retenu du christianisme certaines choses. Et en réalité, ça vous a fait la démocratie chrétienne en France. Bon. Et c'est ces gens-là qui ont fait en effet l'armature
social-libérale de la gauche d'aujourd'hui, comme nous l'avions dit la dernière fois. Ça, c'est très vrai. Et c'est eux, les catholiques zombies, dont Mitterrand accuse Hollande, par exemple, d'en être. Ce qui est vrai. Déjà, en plus, Hollande, c'est encore plus vrai, c'est un Delorien. Bon. Donc, c'est Delors, c'est pétinisme, démocratie chrétienne, etc. Bon. C'est une tranche de pain complet. Arrosé, pas qu'à l'eau de Vichy d'ailleurs, le Delorisme. Mais oui, c'est méchant, je sais, mais je ne pouvais pas le louper. Or, le grand problème, c'est... Todd le formule de telle manière qu'il se fait des ennemis inutilement. Et en réalité, il veut faire savoir qu'il n'est plus de cette gauche-là, mais en même temps, il est d'une cécité dont n'est pas un homme comme Christophe Gully, par exemple, qui, à mon avis, si vous voulez pas lire Qui est Charlie d'Emmanuel Todd, lisez La France périphérique. Parce qu'en réalité, et vous avez un dernier point chez Emmanuel Todd qui est effrayant, quand il dit cette culture catholique autoritaire en France. Alors ça va vous surprendre parce que je suis quand même pas habitué à la défense des cathos, mais si vous voulez, je suis désolé, il y a un sens autoritaire de la culture catholique par l'Église. Mais premièrement, l'Église connaît la notion d'objection de conscience, c'est d'ailleurs du droit canon qu'elle est venue, et d'une, et de deux, quand vous prenez la résistance en France, 80% des résistants, en tout cas au sein de la France libre, étaient des catholiques croyants, dont près de 60% des catholiques pratiquants. Bon, au moins à Londres. De dire que les catholiques ont un mental autoritaire et qu'ils essayent, face à un centre du pays, qui serait un peu les régions païennes, qui serait, Emmanuel Todd dit, fondamentalement libéral, voire anarchiste, prouve déjà qu'au niveau de l'histoire des idées, il y a un ou deux problèmes, mais c'est faux. C'est entièrement faux. Par contre, je suis d'accord avec lui sur le fait que la France n'aurait pas pu, par sa structure intellectuelle et familiale, créer de régime totalitaire. Ça, c'est tout à fait vrai. Et elle ne peut pas créer non plus de régime autoritaire de longue durée. Mais de mettre ça sur le dos des cathos, en plus, par les trois exemples qui sont les deux Bonaparte et les deux Bonaparte et Pétain. Pétain, c'est un appendice d'occupant. Quant aux deux Bonaparte, comme tradition autoritaire, faut quand même pas pousser. Napoléon III était un administrateur positiviste, scientiste et progressiste, progressiste au sens où ça avait, où c'était en son temps. Quant à Napoléon Bonaparte, on peut quand même pas dire qu'il était avant tout mu par un idéal d'obéissance et de discipline issu d'une pensée catholique, proto-catholique ou post-catholique. Faut quand même arrêter de délirer. La seule chose, c'est j'espère qu'un jour on reverra Emmanuel Todd au meilleur de sa forme. Rapidement. Ce qui au passage fait quand même que je prends parti pour lui contre Manuel Valls, parce que la réponse de Valls est encore plus débile que les arguments faibles, parce qu'il y en a des bons du livre de Todd. Rapidement, une autre polémique, une réaction à la polémique qui a entouré Robert Ménard sur les statistiques ethniques. Alors je dirais que c'est drôle, les statistiques ethniques ont l'air de gêner beaucoup de gens, mais quand M. Jean Placé compte les blancs du Sénat, ça n'a pas l'air de choquer qui que ce soit. Quand Libération compte les blancs des cabinets ministériels, ce qui est du quota ethnique, hein, au faciès. C'est pas beau de compter les gens au faciès. Ça a l'air de choquer personne. Quand Robert Ménard a des informations qui, c'est vrai, la loi nous interdit ce genre de choses. Peut-être. Je rappelle que jusqu'en 2010, et le fait que ce fichier soit débranché, on avait quand même le fichier Saphir, utilisé par l'INED, où il y avait les origines de lieu de naissance, plus les prénoms, plus 2 ou 3 autres éléments, qui permettaient quand même de faire des statistiques qui approchent, si on peut les affiner, de la statistique ethnique. Donc si vous voulez, c'est un non-débat. Robert Ménard
Robert Ménard, à mon avis, n'a absolument pas ni violé la loi ni quoi que ce soit. Ce qui est drôle, ce serait quelqu'un d'autre que M. Robert Ménard, ça poserait pas de problème, comme d'ailleurs l'a reconnu à mi-mot le proche de François Hollande, M. Rebsamen. Donc voilà, Ménard a eu raison de balancer ce qu'il a balancé. Je vois pas pourquoi lui, il aurait pas le droit. Pourquoi pas lui? Après tout. Ensuite, est-ce qu'il faut des statistiques ethniques ou pas? Il y a un risque, c'est la mise en résidence communautaire. Ça, c'est tout à fait possible. Ensuite, il y a de telles parts du territoire qui sont en dehors de la France maintenant d'un point de vue de culture qu'à un moment, il faudra bien prendre la position du phénomène. Une question défense maintenant, avec l'Inde qui a commandé à la France 36 Rafales, et plus récemment le Qatar qui en a commandé 24, mais attention, sans contrepartie aucune. Alors, que pensez-vous de ces contrats? Alors ces contrats sont à mettre sur des plans différents. L'Inde veut moderniser sa flotte de guerre aérienne. Elle voudrait, je crois, une quarantaine de bataillons de 18 appareils chacun, et elle n'en a à peine qu'une trentaine à disposition. Ensuite, l'Inde nous commande directement 36 ou 8, je crois. 36 pour pouvoir annuler ou reporter les 120 et quelques que nous attendions, qui était ce que Dassault appelait le contrat du siècle. Pourquoi? Parce que l'actuel Premier ministre hindou veut du Made in India. Donc il avait exigé que sur les 126 Rafales qu'il comptait nous acheter, qu'il y en ait 108 de fait en Inde. Le problème, c'est que ça en multipliait les coûts, car qui connaît l'Inde, c'est que c'est un pays surbureaucratisé, et entre l'administration et les 500 sous-traitants que le gouvernement indien voulait que nous engagions, ça aurait multiplié la facture par on ne sait pas combien. Plus un transfert de technologie absolument inédit. Donc tant qu'à faire, autant que nous perdions ce contrat, c'est pas grave. Nous aidons un pays émergent, au passage, nous le perdons aussi pour une raison, de l'affaire des Mistral, où sans aucune raison nous manquons à notre parole, de là à les saborder en mer, je sais pas qui est le crétin, le sous-idiot, qui a le débile profond, qui a balancé cette rumeur-là, mais alors là, bravo. Alors là, si on fait ça, si vous voulez, Hollande entre dans l'histoire parce qu'il aura passé le mur du con le plus vite. Il aura atteint Mach 5, il faudra bien le rappeler au sémillant Le Drian, qui d'ailleurs a suspendu récemment Bernard Lugan de son cours à Coët, voilà, en privant du meilleur africaniste nos hommes, les mettant en danger. Et dire que Le Drian, on a toujours dit que c'était le seul unijambiste de ce gouvernement de cul-de-jatte. Enfin bon, donc voilà, le grand problème, c'est que ça, l'Inde, elle veut passer dans l'intergouvernemental. Donc là, on est dans des contrats normaux. Ce qui est bien, ça aurait été encore mieux si on avait livré les Mistral, et d'ailleurs, il faudrait pour retrouver notre crédibilité auprès des émergents, il faudrait qu'on livre l'Inde en temps et en heure, parce qu'il faut qu'on se maintienne dans les émergents et qu'on essaye à tout prix de se lancer dans une vraie bataille de prise de marché. Bon. De l'autre côté, vous avez le contrat Qatar. Alors déjà, je vois pas pourquoi donner des armes au Qatar si on en refuse à Poutine. D'accord ? Je vous signale que le Qatar, par exemple, détient un de nos ressortissants, sans motif valable, depuis près de 3 ans. Et que le Qatar refuse le dialogue avec les autorités françaises sur le sort de cet homme. Je vous renvoie aux écrits d'un des meilleurs spécialistes du Qatar, qui a écrit d'ailleurs un très bon bouquin qui s'appelle Le vilain petit Qatar, qui s'appelle monsieur le journaliste Bourget, qui a fait d'ailleurs une très belle émission face à un député socialiste, monsieur le Brésilien, monsieur Sipel, je crois, avec Pierre Conessa, qui est un des très grands spécialistes de la défense. Et Pierre Conessa avait eu cette phrase, Pierre Conessa qui est un homme, il faut bien voir les œuvres, hein. Et il a une œuvre un peu rebondissante, mais il y a des choses intéressantes, très intéressantes. Il avait dit les Qataris ils achètent des armes comme des anxiolytiques. C'est tout à fait vrai. Premièrement, ils se sécurisent parce que ce sont des non-États. Les Saouds, c'est la même chose. Ils achètent de tout pour se faire des armées disparates qu'ils ne sont pas capables d'utiliser. Bon. Mais avant tout,
ils tiennent leurs fournisseurs. Et en réalité, le Qatar nous achète pour, tout simplement pour nous remercier des guerres que nous faisons à sa place. Guerre de Libye, et certaines mauvaises langues disent que les commandos français sont arrivés au Yémen. Je vous rappelle que le Yémen est en effet, est un problème, le problème religieux est basique, et une toute petite part au Yémen. Le vrai problème, c'est que ce sont des minorités chiites, mais très proches doctrinalement. Ce sont des chiites d'une école juridique particulière du chiisme, qui s'entendent pas si mal que ça avec des sunnites, mais qui sont eux-mêmes d'une école minoritaire. La seule chose, c'est que l'Arabie Saoudite a envoyé son type d'islam dans ce pays-là, et que ces minorités se sentent, en tout cas, écrasées. Donc elles se rebellent. Donc, une coalition arabe menée par l'Arabie Saoudite essaye de renverser la vapeur contre ces minorités insurgées, soutenues certainement par l'Iran. Moralité, nous, on n'a aucun intérêt à s'en mêler, on est d'accord, on va s'en mêler quand même. Et pendant ce temps-là, François Hollande, qui s'enorgueillissait, flambi chef de guerre, d'être le premier chef d'État occidental au Conseil de coopération du Golfe, c'est honteux. C'est-à-dire, c'est vraiment flambi reçu par les Bédouins, quoi. On n'imagine pas ce que ce genre d'image peut faire comme mal à une grande politique multipolaire de la France, même à une grande politique arabe. Qu'on essaye au moins de parler, je sais pas, de parler à El-Sisi, de parler à Assad, pas uniquement de parler aux hommes du Golfe. Ce qui ne veut pas dire mettre en quarantaine les hommes du Golfe, ça n'aurait aucune utilité de toute façon. La seule chose, c'est qu'on ne vienne pas dire Assad viole les droits de l'homme quand on serre la main aux Saoudiens qui décapitent à tour de bras chez eux et au sabre. Et d'ailleurs, je remarquerai que quand les Saoudiens décapitent des femmes indonésiennes, ce qui est arrivé il n'y a pas longtemps, on ne pleure pas, alors que quand, au terme d'un processus juridique régulier, l'Indonésie condamne des étrangers à être fusillés, là on hurle. Mais que l'Arabie Saoudite se permette, premièrement, de couper en 2, en 3, en 4, en ce que vous voulez, et de faire des apéricubes avec ses propres ressortissants, c'est ça, à la rigueur, ils font ce qu'ils veulent, hein. Chacun fait ce qu'il veut de ses sorties du samedi soir, mais le problème, c'est ils se sont pas gênés pour tuer des étrangers. Ça n'a fait pleurer personne. Rappelez-vous, vous avez ces images horribles d'une jeune femme indonésienne, je crois, qui est décapitée. Enfin, c'est glauque, quoi. Ce soit dit sans aucune agressivité vis-à-vis des puissances du Golfe, et vis-à-vis de leurs ressortissants. Le problème, c'est que je ne vois pas pourquoi. C'est que je n'ai pas envie que l'armée française serve de mercenaires à ces gens-là. Ce sont des gens qui ne maîtrisent pas la stabilité étatique, contrairement aux Iraniens ou aux Syriens, parce qu'eux ont une culture étatique. Les Bédouins ont des cultures de Bédouins, ce qui est tout à fait respectable, mais ce n'est pas des cultures de la stabilité. Or, nous sommes des Westphaliens jusqu'à preuve du contraire, et donc nous devons rechercher dans des zones extérieures, particulièrement des zones extérieures troublées, nous devons rechercher la stabilité. Et la France ne fait pas sa politique par le carnet de commandes. Surtout que, entre nous soit dit, vous pouvez leur vendre des Rafales aux Qataris. Ils vont les faire piloter par qui? Au passage. Le Qatar, c'est grand comme la ville de Grenoble. Hein. Ça a autant d'habitants que la ville de Grenoble. On est d'accord. Ça n'a pas de système d'ingénieurs digne de ce nom, etc. Voilà, c'est une vaste famille assise sur du gaz et du pétrole. Voilà. Ça a même pas, si vous voulez, la décence de l'Arabie Saoudite, qui, elle au moins, annonce la couleur, vu que c'est le seul État où le nom du propriétaire est marqué dessus. Voilà, c'est tout. On reste dans la catégorie défense. Au moins 14 soldats français, toujours pas identifiés, auraient commis en Centrafrique des viols sur des enfants en décembre 2013. La République centrafricaine a annoncé des poursuites. Avez-vous une réaction par rapport à ça? Alors, premièrement, chaque homme est innocent jusqu'à ce que sa culpabilité puisse être prouvée. Ensuite,
Si ces hommes ont fait ce qu'ils ont fait, ils doivent être brisés. Parce que ça va ressortir sur l'ensemble de nos forces de défense. Or, nos hommes sont valeureux et ils ont particulièrement montré leur valeur en Centrafrique. Les populations au moins en conviennent, comme au Mali. Ensuite, je remarque que ce rapport qui serait sorti par l'ONU, mais aurait transité par une ONG américaine, très étonnamment, ça me rappelle les manières de faire du Rwanda. C'est étonnant, hein. Et d'ailleurs, ça vient de l'ONU. L'ONU, à la place d'un onusien, je n'attaquerai pas l'armée française sur ce point-là, car comme l'avait démontré le journaliste Jean-Loup Isambert, il n'y a pas pire comme violeur contre nourriture que les casques bleus onusiens. On parle pas là de 14 soldats, on parle de plusieurs centaines de soldats dans plusieurs milliers de cas qui ont eu lieu au moins dans une trentaine de pays différents, majoritairement africains. Je vous renvoie aux articles de Jean-Louis Isambert qui avait fait un truc. D'ailleurs, qu'on avait fait un ouvrage très bon qui s'appelle Faut-il brûler l'ONU. Donc, si ces hommes sont coupables, pour l'honneur de l'armée, les sanctions doivent être exemplaires. Si ces hommes sont coupables. Et pour l'instant, je trouve que on s'aventure un peu trop. Voilà. Un dossier qui pue, il faut être très clair.